Bonsoir, merci d'être venu à notre conférence. Merci d'avoir manqué un film pour nous. Je suis accompagné évidemment de Jocelyne Saucier, notre grande romancière régionale. Et nous parlerons ce soir de son roman Jeanne sur les routes qui a bientôt 20 ans, je crois, qui l'année prochaine aura 20 ans. Oui, c'est ça, ça a été publié en 2006. Donc, c'est une façon peut-être un petit peu à l'avance de célébrer cette œuvre et d'y revenir également et de se pencher sur les sources historiques de cette œuvre. Jocelyne, on le sait, dans ses romans, remonte souvent à l'histoire ou passe par le biais de l'histoire pour nous raconter peut-être des récits plus intimes, mais il y a toujours la grande trame de l'histoire à l'arrière et c'est particulièrement vrai pour Jeanne sur les routes. Je vais donc démarrer. J'espère ne pas avoir de problèmes techniques. Voilà, merci d'être avec nous, Jocelyne, pour en discuter. Il y a bien des choses à dire sur ce roman que j'ai relu dernièrement. J'aurais envie de te dire, qui est Jeanne? Pourquoi Jeanne? Qui est cette Jeanne qui se mérite une rue dernièrement à Rouen? C'est qui ça, là? Bien, je suis bien contente qu'on la découvre et qu'on la redécouvre parce que, bon, mais c'est sûr qu'on a une histoire courte. 100 ans, c'est pas long dans une vie d'une ville. Il faut la mémoire courte aussi. Mais Jeanne Corbin, c'est une personne, bon, c'est une modeste militante communiste. J'insiste sur le modeste parce que elle n'est pas connue. Moi qui ai lu beaucoup sur le communisme canadien, bon, on voit son nom réapparaître de temps en temps, là, mais c'est une modeste militante communiste, mais qui a eu son importance à Rouyn-Noranda, et ça met en évidence une période de la vie de Rouyn-Noranda qui est oubliée ou occultée, je ne sais pas, mais Rouen a été communiste dans les années 30, 40, et c'est le fait, bon, c'est sûr, c'est le fait, bon, de sa population qui était multiethnique, mais surtout, bon, européenne, mais surtout de l'Europe de l'Est, là. Donc, cette Jeanne Corbin, c'est une personne importante. Peut-être même que, bon, il y a eu une période communiste, il y a eu une période très importante à la ville de Rouyn-Noranda, mais ça a toujours été une ville très combative, Rouyn-Noranda. Une ville de gauche, même qu'on a eu le seul député socialiste au Québec, David Côté, a été élu ici, dans le comté de Rouyn-Noranda. Donc, il y a toujours eu un esprit de gauche, un esprit progressif et un esprit combatif. Combatif, oui, c'est ça. Mm-hmm. Puis toi, comment est-ce que tu as découvert Jeanne Corbin? C'est un peu la question initiale de Martin, mais il y a ce magnifique ouvrage d'André Lévesque qui avait été publié quelques années avant, mais moi, ce que tu me racontais, c'est que tu es arrivé peut-être par une porte latérale. Oui, écoute, les romans, c'est toujours un cadeau de la vie, c'est toujours quelque chose qui arrive dans la vie puis qui nous met sur la piste. Bon, un petit rien qui nous met sur la piste d'un univers à découvrir. Donc moi, c'était c'était pour le 75e anniversaire de Rouyn-Noranda. J'avais été engagée, comme toi, tu étais engagée pour faire le livre pour le 100e de Rouyn-Noranda. Moi, j'ai été engagée pour faire le livre du 75e de Rouyn-Noranda. Et puis, j'ai travaillé beaucoup aux archives nationales. On a fait un album photo plus qu'un album très, très, très fouillé, là. Donc, je fouillais beaucoup dans les photos, dans les fonds de photos, mais beaucoup de livres aussi. Et je ne sais pas sur quel livre je suis tombée, mais il y a un livre, j'ai simplement 3 lignes qui disaient qu'une militante communiste était venue appuyer la grève des bûcherons en 1933. Et qu'elle avait été emprisonnée pendant 3 mois à la prison de Ville-Marie. À ce moment-là, moi, j'écrivais un roman qui ne voulait pas s'écrire. Ça arrive. D'habitude, un roman, ça nous pousse par en avant, mais là, ce roman-là, tire, pousse, ça ne voulait pas s'écrire. Donc, j'ai découvert Jeanne Corbin.
ce personnage-là. Et j'ai abandonné le roman qui ne voulait pas s'écrire. Et après mon contrat, je me suis dit, bon, j'ai continué à faire la recherche. Puis, ce qui m'a impressionné de Jeanne Corbin, d'abord, je savais que Rwanda avait été une ville multiethnique, mais communiste, je ne le savais pas. Et plus j'avançais dans la recherche, plus j'étais portée par cet idéalisme-là qui portait tous ces gens-là, les Croates, les Ukrainiens, les Finlandais, qui arrivaient avec rien, mais qui voulaient se refaire une vie. Et puis qui, eux, arrivaient d'Europe et ils connaissaient les luttes syndicales, les luttes de classe, l'idéologie communiste. Là, on est dans les années 30. Les années 30, là, ce qu'on connaît de la Russie, c'est la réussite économique. Là. On ne connaît pas le stalinisme, on ne connaît pas les horreurs de Staline. D'ailleurs, à cette époque-là, même chez les intellectuels européens, bon, c'était beaucoup d'espoir. Puis beaucoup d'écrivains très, très connus allaient faire leur tour en Russie pour voir cette merveille-là. On reconstruisait l'être humain. Là. On refaisait l'homme. Là. Donc, ça suscitait énormément d'espoir, surtout en cette période de crash économique. Là. Donc, pour ces immigrants-là qui arrivaient avec rien, qui se refaisaient une vie dans un pays neuf et dans un pays où il n'y avait pas d'institution, il y avait très peu, il y avait un peu de policiers. À Rwanda, là, en 1933, là, la ville avait 6 ans d'existence. Là. C'était le chaos, c'était l'anarchie complète. Là. Donc, d'abord, les policiers avaient bien d'autres choses à faire que de s'occuper de politique. Là. Et puis donc, il y avait peut-être l'église Saint-Michel, je ne sais pas, mais il n'y avait pas d'institution, il n'y avait pas d'encadrement. Donc, eux, quand ils sont arrivés, ils pouvaient refaire leur monde ici. Donc, moi, ce qui m'a d'abord beaucoup animé par ça, c'était l'espoir qui animait ces gens-là. Je pense que ça transparaît dans le roman aussi. C'est un roman sur l'espoir à plusieurs égards, peut-être. Là, il y a je ne sais pas si vous l'avez relu pour l'occasion, mais il y a un personnage, le père, qui est lui un grand rêveur, aussi un militant communiste qui inculque ça à sa famille. La famille vit dans une espèce de vénération de cette idole du parti qu'est Jeanne. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Je pense moi, je voyais vraiment le lien dans ton roman. Je vois que la recherche historique que tu as fait à la BANQ transpire dans les scènes où tu fais de très belles descriptions du Rouen ancien, de l'ambiance qui régnait là. Et là, tu nous dis, Rouen, c'était peut-être une terre où les utopies étaient encore possibles parce que c'était une ville naissante, une ville abracadabrante avec des fumeries d'opium et tout ce qu'on veut. Et je pense qu'il y a de très belles descriptions. Moi, je te l'avais dit la dernière fois qu'on en avait discuté, mais c'est probablement parmi les plus belles pages qu'on a écrites sur le Rouen des années 30-40 dans ce roman-là. Et là, tu nous dis, j'aurais envie pour que notre public comprenne bien qui est cette Jeanne. Tu nous dis c'est une note de bas de page dans l'histoire du communisme, mais qui remonte un petit peu avec les années. Là, son étoile est montante, notamment grâce à toi, je pense, à ton roman, et à André Lévesque. Mais elle, dans quelles circonstances est-ce qu'elle arrive à Rouen? Pour quelle... OK, ça, bon, mais on n'a pas encore raconté l'histoire de Jeanne Corbin. Donc, Jeanne Corbin, elle est née en France et elle est arrivée avec ses parents et elle avait 5 ou 6 ans. C'était des colons, ils se sont installés un peu au nord d'Edmonton. Et puis, comme elle fréquentait la petite école de Tourfield, ensuite, pour ses études secondaires, elle est allée à Edmonton. Elle habitait dans une pension. Et elle est devenue communiste par contagion, je dirais. Parce que à ce moment-là, tout le monde dans son milieu était communiste. C'est comme ça qu'elle a adhéré à l'idéologie communiste. Et puis même qu'elle a fait participer même à des camps d'été. Et
à cette époque-là, il faut savoir que, bon, le Parti communiste canadien et le membership du Parti communiste canadien était formé surtout d'Européens, surtout d'immigrants, donc beaucoup d'Ukrainiens, de Finlandais, de Juifs, et le Parti communiste canadien, comme tous les partis communistes de ce monde, était téléguidé par Moscou, et le mot d'ordre de Moscou, à ce moment-là, c'était de canadianiser le Parti communiste canadien. Donc, ils voulaient avoir plus de membres canadiens. Et, bon, ils ont mis le doigt ils ont repéré Jeanne Corbin parce qu'elle parlait anglais et français. Et, bon, ils visaient naturellement, bon, les Canadiens français et le Québec. Il y a un important déficit, je pense, chez les Canadiens français qui ne rejoignaient pas le mouvement autant qu'on aurait aimé. Absolument. Et Moscou, vous n'allez pas aimer entendre ça, mais Moscou, à ce moment-là, considérait les Canadiens français comme le peuple le plus arriéré de la Terre avec les Italiens. Donc, et le peuple très pauvre. Donc, c'était une terre d'élection pour le Parti communiste. Donc, c'est comme ça que Jeanne Corbin est devenue de plus en plus associée au Parti communiste. Elle est devenue était non seulement membre, mais une active, donc elle était payée par le Parti communiste. Et elle s'est rendue à Montréal. Elle a fait une tentative de syndicalisation des débardeurs. Donc, elle est une toute petite femme, toute mince, toute frêle, qui n'avait pas peur d'aller sur les bords de Montréal, puis d'haranguer les débardeurs. Elle était animée d'une foi. Vraiment, elle avait la foi communiste. Elle ne craignait rien. Donc, elle n'existait pas comme telle en tant que femme, en tant qu'être humain quasi. Donc, c'est comme ça bon, et elle travaillait beaucoup aussi auprès des travailleuses textiles à Montréal. On a participé aux grèves de la Dominion Textile, mobiliser les ouvrières de l'aiguille. Oui. Et puis, ensuite, c'est ça qu'elle est allée maintenant, ensuite, à Timmins. Il faut savoir que ce qu'elle appelait la quatrième section, je ne me souviens plus mais la quatrième section du Parti communiste canadien, la quatrième section qui comprenait le nord-est ontarien et le nord-ouest québécois, donc la Abitibi-Témiscamingue, c'était les secteurs les plus actifs du Parti communiste canadien, à cause justement de la présence des immigrants, mais des travailleurs des mines et des forêts. Donc, c'était un secteur très actif du Parti communiste. Et Jeanne Corbin, elle est allée à Timmins. Elle était responsable de la Ligue de défense ouvrière, de la presse francophone communiste. Donc, elle était très active. Et c'est comme ça qu'elle est arrivée décembre 1933 pour appuyer la grève du bûcheron. Je pense qu'il y a d'abord une grève en Ontario, justement, dans le secteur forestier, c'est ça? Ouais? Oui, il y a eu plusieurs grèves dans le secteur forestier du nord-est ontarien. Il y a eu même une grève dans le coin de Hearst où il y a eu un mort parce qu'il y avait des conflits entre les grévistes et les colons qui vendaient leur bois quand même aux compagnies forestières. Et puis, il y a eu des grèves qui ont eu du succès. Là. Donc, c'est sûr que ça a donné beaucoup d'espoir au Parti communiste, puis même aux syndicats, de réussir avec la grève des bûcherons en Abitibi. Puis là, de cette grève-là qui met le feu aux poudres ou qui électrise le secteur forestier en Ontario, je pense que rapidement, les bûcherons du nord du Québec, de l'Abitibi forestière, vont eux aussi avoir cette envie-là peut-être de revendiquer de meilleures conditions de travail. Je pense que tu les énumères un petit peu dans le livre, mais elles étaient absolument exécrables à l'époque. C'est incroyable. Je veux dire,
D'abord, il faut savoir qu'à cette époque-là, nous sommes en pleine crise économique. Le bois, il y a des surplus de bois. Donc, c'est suite à la pression des gouvernements que bien des compagnies forestières ont engagé des bûcherons. Donc, les bûcherons acceptent des conditions misérables. Ils sont payés peut-être 35 $ par mois. Puis il faut qu'ils payent une pension qui est de 85 sous par jour. Non seulement ça, il faut qu'ils payent aussi des achats de vêtements ou bien de changer leur scie ou bien n'importe quoi. Donc, bien souvent, il y en a qui sont redevables, qui doivent à la fin du mois, ils doivent de l'argent à la compagnie forestière. Et pire que ça encore, pour économiser les chevaux, ça arrive que les bûcherons doivent cirer eux-mêmes les lourds bio sur leurs épaules, tirer ça dans la neige. Donc, les conditions de travail, les conditions de vie, dans les camps bûcherons, je ne sais pas si, ils dorment sur des paillasses, ils dorment sur des lits faits de branches d'épinette, et puis ils mangent, la nourriture est de très mauvaise qualité. Ils se plaignent qu'on leur fait de la nourriture dans des marmites rouillées. C'est incroyable. Donc, non. C'est pour ça que, il y a le système de travail dans les camps bûcherons, c'est qu'il y a la CIP, la CIP qui est la maison, la compagnie qui avait son siège social ici à Noranda, mais qui vient beaucoup du sud de Témiscamingue. Et puis, la compagnie engageait des contracteurs qui avaient des sous-traitants et des sous-traitants. Les sous-traitants, même, qu'on appelait ça les petits chaudrons. Donc, c'est ça. Donc, et bien souvent, le sous-traitant, disons dans un village du Témiscamingue, disons de Lorainville, il engageait son voisin, son cousin et tout ça. Donc, il y avait des liens très paternalistes et donc les bûcherons n'osaient pas se plaindre. Mais pourquoi il y a eu une grève vraiment ici? C'est parce qu'il y avait le camp Turpin, qui était un peu au sud de Rouen, et puis c'était pas un type de la région, et puis il engageait ce qu'on appelait des bûcherons voyageurs. Donc c'est des bûcherons qui venaient de Nouvelle-Écosse, de la Gaspésie, ou de n'importe où, et puis qui voyageaient d'un camp à l'autre et qui pouvaient faire les comparaisons sur les conditions de travail, les conditions de vie. C'est pour ça que c'est parti de ce camp-là. Principalement le mécontentement, puis la tentative de grève s'est faite à partir de ce camp-là. Donc, pendant l'hiver de 1933, ces bûcherons-là, comme tu dis, ça circule d'un camp à l'autre. Pour placer le portrait, là, on l'appelle la grève du Clérion, parce que ça bûche près du lac Clérion qui a donné son nom à un canton qui s'appelle le canton Clérion, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Donc, le camp en question dont tu parles, le camp Turpin. Qui est au Clérion, j'imagine? Oui, dans ce coin-là. Okay. Donc, on comprend donc qu'il y a du mécontentement, qu'il y a des conditions de travail absolument horribles, qu'il y a des grèves en Ontario. Donc là, la recette, elle commence à pogner pour que le mécontentement se transforme en revendication politique plus claire. Oui, et ce qui est assez particulier dans le cas de cette grève-là, c'est que ça s'est fait au mois de novembre et c'était un mois très, très, très neigeux. Et il y avait de la neige, paraît-il, en tout cas de ce que j'ai lu. Il y en avait de 3 pieds, 4 pieds de neige. Et puis, les bûcherons partaient d'un camp, puis allaient à un autre camp pour convaincre les autres bûcherons d'arrêter de travailler, de faire la grève. Puis ils marchaient 10, 15, 20 kilomètres. Et là, ils se rendaient à un camp, puis ils essayaient de convaincre les bûcherons de faire grève. Mais à ce camp-là, le sous-traitant qui était là, mais quand même, il leur donnait à manger, puis il acceptait qu'ils couchent là, ils couchaient par terre, mais
Mais, parce qu'ils savaient c'était quoi les conditions. Là. Mais ça s'est fait comme ça. Moi, c'est de savoir qu'ils ont marché dans la neige. Et à partir d'un certain moment, non seulement ils marchaient dans la neige, puis ils étaient plusieurs à marcher, parce que l'objectif c'était de marcher sur le point, mais les policiers se sont mis à les suivre eux aussi. Donc, ça faisait toute une ribambelle là, dans la neige. Ouais. Je pense que quand ils les ont arrêtés, il n'y avait pas de place pour les monter dans quoi que ce soit, donc ils ont dû marcher aussi. Aussi, oui. Donc, c'est ça. Moi, j'essaie de reconstituer, même dans le livre d'André Lévesque, on a un petit peu de difficulté à suivre le fil vraiment exact, mais à partir de ce moment-là, ça tombe dans l'oreille des organisateurs communistes politiques, notamment de Jean Corbin, qui est basé à Timmins. On l'envoie à Rouyn-Noranda essayer de souffler sur ces braises-là ou de mobiliser ces gens-là qui, on le répète, là, les Canadiens français ne sont pas particulièrement outillés politiquement à cette époque-là, très craintifs des représailles possibles qu'il pourrait y avoir avec les institutions et le clergé, évidemment. Donc, c'est pas évident de mobiliser les Canadiens français dans le fin fond du bois. On envoie Jeanne, puisqu'elle parle français. Elle parle merveilleusement bien. Elle est très charismatique, du moins, c'est ce qu'on semble comprendre des archives. Et là, elle est déployée sur place donc pour agiter cette affaire-là. Juste, vous allez peut-être le voir là, parmi les images que j'ai choisies. Il y a des précédents à Rouen aussi, comme on dit, c'est une ville rouge. Il y a une organisation communiste qui fait surface de temps à autre. Je crois, si je ne me trompe pas, en 1932, le 1er mai, il y a des émeutes dans les rues de Rouen. Donc, on est l'année d'avant la grève du Clairion. Il y a déjà des émeutes. Le 1er mai 1932, il y a eu, bon, c'est la fin des travailleurs, il y a eu 1000 personnes qui manifestaient devant le temple ukrainien du travail. 1000 personnes sur une population de quoi? 4000? C'est énorme. Ouais. Moi, j'ai lu en quelque part, je ne sais pas où, là, mais ils étaient tellement décidés là, que bon, les policiers sont arrivés avec des boyaux d'arrosage, là, mais il y a des manifestants qui coupaient les boyaux d'arrosage avec des haches. Je veux dire, c'était combatif, ça, ouais. Puis là, on peut le présumer, c'est ça, Jeanne, elle débarque, il y a des bûcherons en colère, on est en novembre, ça tire sur décembre. On marche sur Rouen, les bûcherons. Mais, il y avait des assemblées des grévistes au Temple ukrainien du travail et au Temple finlandais du travail. Benoît pourrait plus nous dire où se situait, c'est ça, le Temple ukrainien du travail et le Temple finlandais du travail. Ce sont des édifices comme tels que les Ukrainiens, que les Finlandais ont bâtis. Et ils étaient d'obédience communiste. Il y a eu la salle ukrainienne qui, elle, était blanche et catholique. Mais bon, donc c'était bon, les communistes qui se rassemblaient là. Donc, il y a eu le 1er mai, il y avait non, là, je me trompe. Le 8 décembre 1933, il y avait eu une assemblée au Temple ukrainien du travail. Suite à ça, la police a arrêté deux types. Et le lendemain, c'est Jeanne Corbin qui a fait un discours bien trempé devant le Temple ukrainien du travail. Et ensuite, c'est le lendemain, je crois, non, la veille, ou dans ces journées-là, que là, les grévistes sont allés présenter leur demande à Thea Draper, qui était le directeur de la CIA. Puis à cette époque-là, les bureaux étaient à Noranda. Il y avait 8 à 900 grévistes qui se promenaient dans les rues pour aller présenter leur demande. Et 8 à 900 grévistes qui habitaient à Rouyn-Noranda, qui étaient logés dans le Temple ukrainien du travail, qui étaient logés aussi dans les... il y avait aussi, à cette époque-là, des maisons de pension ukrainiennes, finlandaises et d'obédience communiste aussi. Ils étaient là. Ils étaient nourris. Il y avait des quêtes qui se faisaient aussi auprès
des grévistes aussi du nord de l'Ontario. Ils avaient l'appui. Les grévistes avaient l'appui beaucoup de la population parce que c'était tous des cultivateurs, des colons, bien souvent des colons bûcherons. Donc, on connaissait leur situation, même que, là, j'arrive pas à situer exactement, là, mais dans la journée, si c'est le 9 ou le 10 ou le 11 décembre, là, mais c'était un dimanche. Et puis, le curé Pelletier a fait une messe spécialement pour eux, le dimanche avant-midi, parce qu'il savait que ces hommes-là n'étaient pas en habit de dimanche, puis ils n'auraient pas osé se présenter à la messe sans être endimanchés. Alors, il a fait une messe spécialement pour eux, et il leur a dit que s'ils étaient encore là la semaine suivante, il ferait encore une messe spécialement pour eux. Donc, les gens, le public était favorable à leur cause, mais le Rwanda Press, qui était le journal principal, qui était anglophone, qui était dirigé par D.A. Jones, il était farouchement anticommuniste, et la ligne éditoriale de ce journal-là, c'était que cette grève-là était dirigée par des communistes et animée directement par Moscou. Donc, c'est ça, moi, c'est ce que je pensais qu'il y avait 800-900 grévistes qui se promenaient dans les rues de Rouen et qui étaient logés ici. C'est extraordinaire. Oui, ouais, oui, absolument. Donc, c'est ça. Donc, ça a été des journées très intenses, le 8, 9, 10. C'est le 11 décembre. Là, ils ont fait au point, près du lac Clérion, mais au German Point. À German Point. Là, ils ont fait un point pour empêcher les autres, les bûcherons d'aller travailler. Donc, ils avaient des tentes, ils avaient des braseros, et puis ils étaient installés là pour plusieurs jours. Et puis c'est là que la police est arrivée avec un juge de paix. Et puis... L'acte d'émeute. Et oui, ils ont lu l'acte d'émeute. Alors, il y avait 175 hommes à ce moment-là. Ils ont lu l'acte d'émeute, et c'est pas pour rien, parce qu'ils savaient que ils étaient majoritairement Canadiens, Français, des gens habitués à respecter l'ordre qui venait de la politique et de la religion. Et faire lire l'acte d'émeute, ça a été... donc, il y en a plusieurs qui se sont sauvés en forêt. Il y a eu des escarmouches, et puis il n'y a pas eu de... Bon, il n'y a pas eu d'acte... Il n'y a pas eu de tir de feu. Donc, ils étaient, je pense, une douzaine de policiers seulement. Et ils ont arrêté 71 personnes qui ont fait la route à pied. Pour revenir au centre-ville de Rouen ouais. et les incarcérer. Oui. À ce moment-là, est-ce que Jeanne Corbin est déjà arrêtée? Oui, parce qu'elle a fait son célèbre discours. Oui, il l'arrête à ce moment-là. Elle est accusée d'incitation à l'émeute. Il lui impose 1 000 $ d'amende. C'est la Ligue de défense ouvrière qui va payer, pas l'amende, mais de caution. Et donc, la Ligue des défenses ouvrières va payer la caution. Et ensuite, là, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, ah oui, j'essaie de voir mais l'accusation va être réduite à une caution, hein? À une accusation de participation à une activité légale, à une assemblée légale. Mais la caution va baisser, elle va monter à 2 500 $. Et on ne sait pas c'est qui. Ça doit être le Parti communiste, sans doute. Oui. Moi, j'ai imaginé que c'était Vara. Oui, c'est ça. Dans ton roman, oui. Donc, dans le roman, il y a un ami finlandais de la famille qui gravite autour d'eux, Oui. Mais bon, c'est finlandais, c'est pour rien, parce qu'on sait que la Finlande... il y a plein de choses à raconter. Mais les immigrants finlandais étaient très rouges, là, très rouges. Ouais. Les Finlandais et Ukrainiens, là, les Finlandais étaient beaucoup plus
beaucoup plus fermes dans leur action, beaucoup plus. Et ils avaient une organisation communautaire, collective, très, très, très organisée. Ils avaient des assurances collectives, ils s'organisaient entre eux, oui, ils étaient très... Jeanne va d'ailleurs, par la suite, quand elle fera sa prison à Ville-Marie et tout ça, si on va vite un peu, elle retourne à Timmins, vivre quelques années ensuite, et elle travaille pour une coopérative qui est affiliée au Parti communiste également. Puis c'est majoritairement des Finlandais qui sont autour de cette coopérative-là à Timmins, je crois. Mais tu as beaucoup de personnages finlandais d'ailleurs dans tes romans, et même dans ton dernier, là, ça semble être une... Ouais. Ben écoute, c'est parce que, oui, les Finlandais, ils ont fait leur petite révolution en 1918 aussi d'ailleurs, et les femmes ont eu le droit de vote très, très, très tôt. Ils avaient une organisation collective très forte aussi. Mais moi, ça m'a beaucoup toujours intéressé. Je suis allée à Thunder Bay, où est-ce qu'ils étaient très, très, très présents. Oui. Et la mortalité infantile finlandaise était très basse parce qu'ils avaient des habitudes d'hygiène, de sauna. Hein? Ouais. Il y avait d'ailleurs un sauna finlandais au centre-ville du Vieux-Rouen. Oui, voilà. Tu l'évoques aussi dans une des scènes du roman. Donc, Jeanne Corbin est arrêté par la police, relâché suivant une caution qui est payée par on ne sait trop qui. Et à ce moment-là, puis elle revient encore de temps en temps à Rwanda parce qu'elle va éclater la grève des faux. Et même si elle est elle attend son propre procès, elle va venir appuyer la grève des faux, la grève des mineurs qui a lieu au printemps suivant. Donc l'année immédiatement après, en 1934, la grève des faux. Là, c'est ça, dans l'imaginaire rouyn-norandien, des fois, on peut confondre grève du Clairion et grève des faux. Et se succèdent avec vraiment peu de temps d'écart. Comme on disait en 1933, décembre, c'est le Clairion. Et début juin 1934, c'est la grève des Fraux qui est cette fois à la Noranda. Vous avez vu quelques-unes des photos passées, probablement déjà, qui parlent plutôt de la grève des Fraux cette fois-ci, mais c'est les mêmes forces, comment on dit, constabulaires là, dans le langage de l'époque. Ce sont les mêmes policiers qui vont venir mater la grève, et notamment le personnage, le colosse Turnbull, qui devient un personnage central du roman de Jocelyne aussi. Oui. Mais c'est ça. Mais les deux grèves ont été matées très, très sévèrement et très rapidement. Mais dans le cas de la grève des bûcherons, même si s'ils ont voulu, même si les politiciens ont dit que c'était une grève qui a été menée par des skis et par des SCA, en voulant dire que ça a été mené par des étrangers, mais il y a eu une commission d'enquête qui est venue par la suite, la commission Morin, et qui a constaté la gravité des faits qui étaient reprochés, donc qui a constaté les conditions de vie de travail des choses. Ça a amené une légère amélioration. Bon, mais ça a amené ça. Donc, c'est toujours ça, les grèves, bien souvent, même si elles ne réussissent pas leur point, c'est comme les grèves dans les mines, ils ont réussi à obtenir à un moment donné la reconnaissance syndicale, puis ensuite la cotisation syndicale obligatoire que le gouvernement qu'on a présentement est en train de démolir. Oui. Mais donc, c'est des luttes qui vont s'échelonner sur des années et des années. C'est les moments de fracture, comme les grèves dont on parle en ce moment, c'est des moments qui en sont venus à symboliser ces luttes-là, mais ça se joue sur du beaucoup plus long terme. Oui, puis ça amène des changements, même si on ne les voit pas tout de suite, ça amène des changements, ça c'est clair. Et là, cette pauvre Jeanne va purger sa peine en prison. Elle va faire 3 mois. Puis, ça, on ne sait pas trop. On a toujours dit que c'est à cause de ces 3 mois qu'elle a passé en prison, qu'elle est devenue malade, mais elle était déjà malade. D'ailleurs, on voit ça, je veux bien le dire, dans la Gazette du Nord, le journal d'Amos,
dirigé par Hector Autier, qui couvre la comparution de Jeanne Corbin au procès. Et puis, le journaliste qui décrit Jeanne Corbin, on voit à quel point il est touché. Oui, il y a de l'empathie. Il raconte comment elle tousse, puis elle a des quintes de tout, elle s'interrompt. Ouais. Elle est donc malade de la tuberculose, mais elle ne le sait pas encore à cette époque-là. Donc, elle va retourner à Timmins. Et bon, la vie va être un peu plus facile parce que le Parti communiste, va changer aussi. Donc, maintenant, avant, les militants communistes ne devaient même pas à peine avoir une vie familiale et conjugale et pas avoir de loisirs. Mais là, maintenant, on est plus dans, qu'il faut participer à la vie collective. Donc, Jeanne Corbin commence à faire du ski, commence à faire des choses comme ça. Mais elle va devenir malade, elle va aller au sanatorium et puis elle va mourir à très jeune, à 44 ans. Et je tiens quand même à dire que même si c'était une modeste militante communiste, le secrétaire du Parti communiste, qui s'appelait Tim Buck, secrétaire du Parti communiste, ça veut dire le chef du Parti communiste. Tim Buck a été le chef du Parti communiste pendant 30 ans. Il est allé la voir à l'hôpital et il est allé à son enterrement. Aussi, je ne sais pas si elle a eu des funérailles, mais pour dire à quel point qu'elle était quand même très appréciée puis très estimée. Même si elle n'a pas gravi les échelons là, du parti, là, non. J'ai fait pause sur ma diapositive. Je voulais te montrer, Jocelyne, je t'avais promis une surprise, mais c'est pas celle-ci. J'en ai une autre, mais c'est une photo qui a été dénichée par un chercheur de la Sûreté du Québec qui s'intéressait aux 100 ans de l'établissement de la Sûreté du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Et, oups, je croyais avoir fait pause. C'est donc le transfert des grévistes jusqu'à la prison de Ville-Marie en avion. Là, on ne voit pas Jeanne, mais c'est Rachetti et les autres leaders de la grève qui prennent donc l'avion vers leur peine à Ville-Marie. C'est nouveau, là, cette photo-là, disons, dans le petit monde des photos dont on se sert pour illustrer la grève. Et ça a été utilisé dans le cadre d'une exposition spéciale que les policiers ont fait à leur quartier général. Et là, je te montre une relique tout à fait étonnante. C'est un bâton qui a été utilisé pour tapocher les grévistes. Il est écrit « Souvenir de la bagarre sur le chemin de Clarion ». C'est pas vrai. Où l'acte d'émeute a été lu. Mais donc, on était très étonnés. On a eu comme des contacts avec cet homme-là là, qui faisait de la recherche pour la SQ. Souvenir. Puis lui, il y a des artefacts. Là, la SQ ont encore des objets qui relatifs donc aux escarmouches qu'il y a eu pendant ce moment-là. Et je t'avais parlé d'une vraie surprise. Parce que les photos de Jeanne Corbin sont très rares. Là. Vous en avez vu défiler quelques-unes. Je vous les remontre, là, mais là, je vais vous les montrer ensuite. Mais donc, tu sais, ici, elle est à Toronto, mais celle-là, tu devrais la connaître normalement, là, mais c'est celle que je vais te montrer si tu ne l'as jamais vue. Mais donc, il existe 7 ou 8 photos qu'il faut chèrement payer au Parti communiste. Là. Ils ne les laissent pas mais ça, tu l'as eu où, ça? Celle-là? Celle-là, c'est le Parti communiste aussi. Oui? Donc, c'est Archives Canada qui donc, conserve les photos de Jeanne Corbin. Il y en a 7 ou 8, mais il faut avoir une entente avec le Parti communiste pour avoir le droit de les utiliser. Donc là, nous, on a payé des droits là, pour pouvoir les utiliser dans le cadre de l'exposition. Et donc, la photo que je voulais te montrer, avec Elisabeth notamment, là, au Dumulon, on a longtemps cru que ce n'était pas Jeanne Corbin. On dirait que non, mais là, comme je te disais la dernière fois, j'ai vraiment fait des tests avec l'intelligence artificielle à distance des yeux, les formes des lèvres, et on me dit bien que c'est Jeanne Corbin. Là. Donc, c'est la photo existante d'elle où elle figure où elle est la plus jeune. Là. C'est probablement au moment où elle est institutrice là, en Alberta. Ouais. Elle n'a jamais été institutrice, elle n'a jamais pu l'être parce que déjà elle était poursuivie par la gendarmerie royale, puis vu qu'elle avait des liens avec le Parti communiste, elle n'a jamais pu pratiquer ce métier-là.
déjà à 18 ou 19 ans, la GRC avait monté un dossier sur elle et dans lequel figurait la note, là, c'est quoi, c'est une subversive ou quelque chose du genre. Ouais. Donc elle n'a jamais pu être employée comme institutrice. Mais donc c'est cette photo-là, la plus vieille qu'on a. Celle-là, elle la connaît. Je vais juste mettre pause pour pas... Oups. Mais elle était très jolie. Je vais juste mettre pause. Oui. Donc, sinon, j'avais le goût de te demander, Jocelyne, tu sais, dans le roman, tu pars de la substance historique que tu as découverte dans les archives, mais tu vas vraiment plus loin, notamment grâce disons, à la technique narrative de dédoubler Jeanne. Donc, il y a la Jeanne historique et il y a une jeune Jeanne qui n'est pas Jeanne Corbin, mais qui est la fille du héros principal qui, lui, côtoie Jeanne Corbin. Puis ça te permet, disons, d'avoir un regard dans l'intimité d'une famille qui vivait le communisme à cette époque-là, qui avait la foi communiste, là, ni plus ni moins. Puis tu disais toi-même, c'est un roman, ce qui t'a frappé chez ces gens-là, c'est l'espoir. Hein? C'est une famille qui est vraiment, dont le moteur, là, c'est l'espoir. Le père espère être aimé de Jeanne. Jeanne, elle, qu'est-ce qu'elle espère? Mais en fin de compte, c'est d'être porté par quelque chose de plus grand que soi. Et ça peut amener une grande déroute, là. Mais c'est la même chose, par exemple, quelqu'un qui est porté par un grand espoir poétique ou Martin Luther King, ou bien quelqu'un qui est porté par un grand génie artistique. Là. Donc, c'est de porter quelque chose de très lourd sur ses épaules. Et puis, dans le cas de ça, on voit que d'être porté par quelque chose de plus grand que soi, d'un absolu, un très grand idéal, ça peut amener une déroute aussi, une dérive incroyable, parce qu'on perd les liens avec la réalité. Hein. Et c'est ce qui arrive dans ce cas-là, là, vraiment, là, parce que, ils vont tous idéaliser cette femme-là, ils vont la sacraliser. C'est comme, c'est la mère qui a trouvé ce moyen-là pour que cet amour-là soit impossible. Donc, c'est sa sécurité à elle. Donc, la mère n'est pas vraiment jalouse de son homme. Elle rend cet amour, elle sait que c'est un amour impossible, elle rend cet amour impossible-là en le sacralisant. Ouais. Puis la petite Jeanne, elle grandit dans donc l'adoration et la rectitude communiste de l'époque. Et je te l'avais déjà dit quand on conversait une autre fois, mais je trouve qu'une des belles qualités du roman, c'est qu'il n'y a pas de condescendance dans le regard qui est jeté sur cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas pour la plupart, je ne sais pas s'il y a des communistes dans la salle, mais on convient assez bien que c'était une genre d'utopie idéaliste. Oui. Mais là, toi, le regard que tu jettes là-dessus, c'est pas pour autant critique, c'est un regard plein d'attendrissement et j'ai l'impression, d'empathie pour l'espoir qu'il y avait. Mais je crois que surtout quand on est jeune, il faut vouloir changer le monde, il ne faut pas l'accepter tel quel. Autrement, c'est du cynisme. Quand on accepte les choses telles quelles, c'est du cynisme. Donc, si on veut, l'espoir est là. Et si on veut changer le monde, c'est par un idéal comme ça. Donc, oui. C'est sûr que comme je regarde, je relisais des extraits un peu en prévision de ce soir. C'est sûr que je vois ça, je dis, mon Dieu, c'est vrai que j'étais vraiment là-dedans, dans cet idéal-là, et qu'il n'y a aucun cynisme, il n'y a aucune ironie. Toute cette histoire-là aurait pu être racontée d'une toute autre façon, oui. Mais ça participe à cet esprit qu'il y avait alors, j'imagine, dans ces gens-là, parce que c'est ça qui m'a beaucoup emporté quand j'ai écrit ce roman-là, c'est l'esprit de ces gens-là. Mm-hmm. Ouais.
C'est cette flamme-là qui est chez Jeanne, qui se communique dans le roman aussi. Oui. Donc, tu vois, puis je suis très heureuse qu'on revienne à Jeanne Corbin parce qu'elle n'était pas connue. Quand j'ai écrit ce livre-là, bon, il n'y a personne qui, à Rouen-Noranda, la connaissait. Et je suis allée à Timmins. Je ne suis pas allée à Timmins avant parce que je ne voulais pas trop... parce que c'est un roman que j'écrivais, là. C'était pas un travail d'histoire. Et puis, il faut, quand on écrit un roman, puis qu'on fait de la recherche, il faut... Bon, j'ai une boutade qui dit, que je me dis, ben, la recherche romanesque, c'est comme la boisson, c'est la modération à bien meilleur goût. C'est-à-dire que la recherche peut nourrir l'imaginaire, mais trop, ça va écraser l'imaginaire. De sorte que, par exemple, si tu veux parler du livre d'André Lévesque que j'ai découvert quand je faisais la recherche, mais que je ne connaissais pas. Et puis, mais je n'ai pas voulu la rencontrer, je n'ai pas voulu communiquer avec elle pendant que j'écrivais le roman. J'ai communiqué avec elle après, on s'est rencontrés après. Et c'est la même chose pour Timmins. J'étais jamais allée à Timmins avant d'écrire ce roman-là. J'y suis allée après. Et puis elle n'est pas connue. Puis je me suis promenée beaucoup dans le nord de l'Ontario, moi, pendant 10 ans. Bon, je me suis promenée en train, en auto. Je me louais une petite chambre avec permis de cuisiner quelque part. Puis je restais là quelque temps. Puis je me promenais. Puis j'allais voir. J'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait un roman qui m'attendait dans l'Ontario, une espèce de nébuleuse. Donc, mais la première fois que je suis allée à Timmins, j'ai cherché, et puis tout ce que j'ai trouvé de Jeanne Corbin, c'est dans un bottin téléphonique, son nom avec son numéro de téléphone en 1932 ou 35, je ne sais pas. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Et il n'y a personne non plus qui a pu me parler de Jeanne Corbin à Timmins, et nulle part. Même pas quand je suis allée à Sudbury non plus aussi pour faire la recherche chez Pertinent. Donc je suis très contente qu'on découvre et on redécouvre Jeanne Corbin. Ici, bon, à Rouen, il y a eu, je me souviens, il y a eu un théâtre ambulatoire, puis il y avait Gabrielle Izaguirre qui incarnait Jeanne Corbin. Bon, je suis très contente qu'elle revienne parce que c'est un personnage important qui est arrivé dans une période importante de la ville. Et bon, c'est une femme aussi parce qu'on n'a pas eu beaucoup de femmes qui ont eu de vie publique, se sont imposées sur la scène publique. Donc, oui, je suis très contente qu'on revienne à Jeanne Corbin. Tu sais qu'elle a eu sa rue dernièrement. Eh oui, j'aurais aimé ça qu'elle soit plus là, elle est à Nord quelque part. J'avais ça. Une très petite rue, mais c'est un bon début. Oui. Et puis Jeanne Corbin, elle va avoir une vie en turc. Le roman va être publié en turc. Wow. Je ne sais pas pourquoi. C'est donc sa troisième traduction? Non, il y en a une. Ouais. Oui. Donc deuxième? Oui. En français. Oui. C'est ton roman le moins traduit, si je me Le moins traduit, non, ce serait La vie comme une image, qui est traduit en anglais, mais seulement en anglais. Sinon, tu as les œuvres qui ont été traduites dans 20 langues et quelques? Ou... Ben, il pleuvait, oui. Ouais. Oui, puis les autres, ben, les héritiers, je pense, 7, 8, je sais pas. Puis, à ton avis, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais toi, tu juges qu'il y a une dimension régionale qui s'exporte moins bien dans cette œuvre-là, peut-être? Ou, ouais. Je pense qu'elle est trop marquée sur le plan politique. Peut-être. Trop marquée, je crois, trop marquée pour être exportable. Puis, et puis, le communisme, c'est comme un peu, bon, même, tu sais, je veux dire, c'est un peu en date. Mm-hmm. Ouais.
Oui, ça a eu beaucoup d'importance. Et puis maintenant, il y a très peu de pays communistes. Même bon, la Russie n'est plus communiste. Officiellement, c'est un pays autoritaire, mais pas communiste comme tel. Même s'ils ont des relents communistes. Puis bon. J'aurais le goût de finir en te demandant, souvent tes romans, ils commencent sur une disparition, en tout cas c'est d'autant plus vrai à propos du dernier, là, à Train-Vertu, mais c'est ce qu'on a dit, la critique dit ça de tes romans, il y a la disparition qui est au cœur des récits. Ici, c'est la disparition de qui? C'est l'apparition de Jeanne, puis sa disparition, peut-être? Non, c'est la disparition du père. La disparition du père, oui, à la toute fin. À la toute fin, oui. OK. Puis l'histoire se structure sur cette... disons que c'est le punch final. Oui, c'est le punch final, mais écoute, dans la vie comme une image aussi, il y a la disparition du père. Il y a toujours une disparition. Je n'arrive pas à l'expliquer. Il n'y a pas de disparition dans ma vie qui m'ait attristée ou réjouie. J'ai rien qui explique ça, non. Il faudrait que je me psychanalyse. Je pense qu'on peut conclure ça là-dessus. Je crois qu'on a écoulé notre temps. Merci, Jocelyne.